Tandem et rosier. Chez les voisins, où la lumière est encore allumée, nous distinguons derrière les rideaux les clartés stroboscopiques de la télévision. Le bruit du petit écran a dû couvrir celui de la chute du tandem dans les rosiers. Ils hurlent de douleur, je songe, ces rosiers maltraités. Mais leurs plaintes muettes n'atteignent aucune oreille et vont rejoindre les gémissements des arbres amazoniens et de leurs compagnons de misère dans le cimetière des causes végétales perdues. On doit jouer un drame à la télé. Nous nous approchons de la murette, osons par-dessus deux paires d'yeux qui distinguent, solidement plantés dans la terre, notre tandem. La fourche a éventré un gros tronc de rosier, le reste du vélo semble aplatir le massif tout autour. Comme je n'arrive pas à trouver le courage, j'enchaîne des mimiques d'indécision. Lila décide de m'aider. Elle court vers la maison, en revient chargée d'une bouteille de vin rouge et de 2 gobelets. Sourire canaille, large geste du coude, elle nous sert une bonne rasade que nous buvons d'un trait. Nous retendons chacun notre verre vide, dans un timing parfait. Tout me semble plus facile après le 3e verre. L'incident, et la vie elle-même d'ailleurs, ont perdu de leur gravité par la grâce de la magie éthylique. Sans plus réfléchir, j'escalade alors la murette, haute d'environ 1,50 m, avec une agilité qui me surprend. La chute ne me surprend pas moins. Je glisse et me ramasse sur le dos dans la terre grasse du voisin. Me relevant, je tends la main à une Lila hilare, demandant, les larmes aux yeux, si je suis encore vivant. Puis nous voilà tous les deux de l'autre côté du mur, où nous constatons que notre discrétion est loin d'être parfaite. À chaque pas, nous nous enfonçons dans une terre meuble, fraîchement baignée de pluie. Ma vision est un peu brouillée, la nuit plus le vin peut-être. On dit qu'il ne faut pas faire de mélange. À pas de loup obèse, nous arrivons vers les rosiers, non sans nous être arrêtés devant la fenêtre, pour assister au spectacle de ce couple englouti par un canapé, yeux grands ouverts devant leur écran de télévision. Les bouches des 2 spectateurs semblent exhaler une fumée bleutée. Fascinés à notre tour, nous éprouvons toutes les difficultés pour nous détacher du spectacle coloré. Et je ressens pendant quelques secondes une douce passivité, une absence qui se suffit à elle-même, une attirance tranquille vers ce rectangle apaisant dans lequel je souhaite me laisser aspirer. Lila me tire par la manche. Elle a l'habitude du chant des sirènes, du phénomène d'accoutumance aussi. Elle s'en méfie comme de la peste. Je reviens à moi quand nous arrivons vers les rosiers, toujours un peu drogué par les images bleues. La réalité me semble plus terne, l'authentique a pris un goût fadasse. Lila m'assure avec un ton d'infirmière que ça va passer, en me réprimandant lorsque je veux retourner, juste un instant, vers le spectacle qui se joue derrière la fenêtre. Sur la pointe des pieds, nous nous approchons du tandem. Piétinant le reste des rosiers, je tire un peu sur le cadre, sans effet, puis j'essaie de donner des coups secs pour faire venir le vélo à moi. Il bouge peu, très peu. C'est qu'il a l'air bien planté. J'ai beau serrer les dents, me faire sortir les veines du front, transpirer, rien. Lila a une idée. Elle fait contrepoids en s'accrochant à la roue arrière, cependant que je tire de toutes mes forces sur le guidon pour tenter de déterrer l'avant de la bête. Le tandem oscille un peu, comme pour nous faire plaisir. Sans plus. Visité à mon tour par un génie inspiré, je me rends au fond du jardin où j'ouvre la porte d'une petite cabane en bois dans laquelle je dégote une bêche. Au passage, je fais un détour vers le muret et je me verse un grand verre de vin. Je le bois avidement. C'est soir de fête. Lila siffle entre ses dents, geste de la main à l'italienne. « Eh, et moi ?» me dit-elle en mime. Galant, titubant mais digne, je lui porte un verre bien plein. Elle avale d'un trait le reste de ce que je ne me suis pas répandu sur la manche. Puis, à l'aide de la bêche, nous répétons la tentative de désincarcération, tandis que j'ai enfoncé l'outil bien profondément dans la terre, sous la roue avant. Nous formons tous les deux une sorte d'horloge atomique à la Tinguely, dont nous sommes les aiguilles tordues. Lila suspendue à la jante arrière de tout son poids, Miloche debout sur un manche de bêche,
au milieu d'engrenages à rayons dans un mouvement ascendant et descendant. Le tandem commence à s'extirper des racines des rosiers, puis sans prévenir, s'exhume d'un coup sec avant de s'affaler par terre, nous avec, dans un vacarme terrible. Sur le dos, nous entendons le bruit d'une fenêtre qui s'ouvre, et nous rampons dans l'ombre épaisse. Le son, trop longtemps étouffé par les doubles vitrages, s'échappe brusquement en tonitruant une explosion de fusillade. Entre deux rafales d'armes automatiques, nous entendons le dialogue suivant. « Qu'est-ce qu'il y a, Pitou ? Rien, ce doit être encore les deux crétins d'en face. Non mais, t'as vu le chantier ? Viens, laisse-les tranquilles. Ouais. Drogué, grogne-t-il entre ses dents en direction de ma maison, tandis que claque la fenêtre. Nous soufflons un grand coup, trop soûls pour être vraiment effrayés, puis nous allons terminer notre travail dans un silence approximatif. J'essaie mollement de faire taire Lila, qui ne cesse en pouffant de m'appeler Pitou. Je suis partagé entre le rire et l'inquiétude. La sortie des voisins m'a un peu dégrisé. Je n'ai pas les talents de je m'en foutisme de Lila. La réalité me grignote. J'ai alors la mauvaise idée d'envisager les conséquences de nos actes. Et même en relativisant la chose, le côté amusant de l'entreprise s'est effacé devant la peur du lendemain. Il me tarde à présent d'avoir fini le sauvetage du tandem. Je crois que j'arrive à convaincre la blagueuse de ma réelle inquiétude. Par de longues respirations entrecoupées de hoquets, elle parvient à se calmer un peu, et nous essayons de redresser les rosiers copieusement piétinés. Ce serait bien sûr plus simple en pleine lumière, mais nous n'avons pas le choix. Les voisins se lèvent matin, et rien ne plaît plus à Monsieur Grand que d'aller uriner dans son jardin aux premières lueurs du jour. C'est ainsi. Je vais ranger la bêche dans la petite cabane. Nous faisons passer le tandem par-dessus la murette, puis nous le rejoignons. « Ni vu ni connu !» me claironne Lila, tandis que j'essaie de donner le change. J'échoue lamentablement, ne faisant que grimacer. Les chaussures et l'esprit enrobés d'une gangue de terre, je vais, tête basse, ranger le vélo amoché dans le parc, côté réparation. Il va falloir que je m'y mette. C'est ce que je tente de faire le lendemain, après un petit déjeuner matinal pris dans les décombres de mon salon. J'ai mal au crâne. Pendant que Lila ramasse en fredonnant les tuiles brisées qui jonchent le sol, je constate, bras ballants, l'étendue des dégâts du parc cyclomobile. Moi qui n'ai jamais supporté sans angoisse qu'un de mes vélos soit malade, je me retrouve ce matin devant un festival d'estropiés. Roues voilées, pneus crevés, dérailleurs tordus, phares démantibulés, cadres de travers et autres meurtrissures mécaniques émaillent chacune de mes merveilles roulantes, transformant ma flamboyante collection en un hôpital de campagne. Je ne sais pas par où commencer. Après une bonne demi-heure d'inaction profonde, de regards soupirants en tous sens, je finis par m'encourager d'un « Allez, Miloche !» Et c'est d'un pas décidé que je saisis le premier vélo, quand mon attention est happée par des éclats de voix. Je sors prudemment la tête du hangar pour apercevoir le voisin en train de s'entretenir avec Lila. Les bras de Pitou enchaînent une série de figures complexes, se projetant vers le haut, se dirigeant vers son jardin, se croisant sur son torse de propriétaire, dans une chorégraphie énervée à laquelle Lila paraît riposter d'une voix calme. Je fais semblant de ne pas être là. N'allez pas penser que c'est de la couardise. Je dirais que c'est de la politesse. Prenant mon courage à deux mains, je décide de rejoindre Lila après avoir vérifié que le voisin a bien réintégré son domaine privé. Qu'est-ce qui se passe ? M'enquierge, un peu benoîtement. Il a deviné pour les rosiers ? Non. Comment il a fait ? Il a trouvé sa terre labourée, des grosses traces de pas partout, un gobelet vide taché de vin dans son jardin, et ça aussi, planté dans les rosiers. Lila me montre un timbre de vélo. Ah oui. Comme tu dis. Je crois qu'on a laissé un tout petit peu trop de preuves. Même un apprenti maigré atteint de cataracte et d'une sénilité galopante aurait retrouvé notre trace sans forcer. Alors ton voisin m'a répété plusieurs fois qu'il t'avait beaucoup aidé quand tu étais malade, qu'il s'était occupé de toi, qu'il t'avait même prêté un fauteuil, que s'il n'avait pas été là tu serais sûrement mort à l'heure qu'il est, etc. On aurait dit un mauvais acteur tragique, la main sur le cœur et tout. Ah oui, il a dit aussi « Fais du bien à Bertrand, ça va, je connais la suite ».
Je suis très gêné, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai une idée. J'ai pensé à ça ce matin. Pour tout dire, je m'attendais un peu à la visite de Pitou. Pas si fort. Je suis sûr qu'il est derrière le rideau. J'ai toujours eu le souci des convenances. Et j'ai souvent des attaques inopinées, car, comme le paludisme, c'est une maladie qui ne se guérit pas comme cela. Lila, par imposition du sourire, résorbe l'inflammation. Pénitence. Elle me met dans la confidence. Enthousiasmé, je file à l'atelier où je tords, soude, perce, sue, tandis qu'elle file en ville à vélo. Quelques heures plus tard, tout est prêt. Nous ajoutons les derniers détails, fignolons, puis après avoir pris chacun une grande bouffée de courage, nous franchissons la clôture pour aller en apnée sonner au domicile des voisins. Bien que mon miloche intérieur me serigne de ne pas fuir mes responsabilités, je suis pris d'une formidable envie de tourner les talons. Aussi j'ouvre avec frénésie la boîte à outils du corps humain et je me saisis de ce que je peux, muscles, tendons et autres ligaments, pour tenter de disparaître à l'intérieur de moi-même. Je rentre la tête dans les épaules, courbe mon échine, plie mes genoux, mets les pieds en dedans, rabaisse mes sourcils. Qu'est-ce que vous foutez là? Nous crache Monsieur Grand. Son visage rouge de colère enflamme le chambranle. L'air sort violemment de ses narines. Il fulmine, prêt à nous abattre. Bonjour, cher monsieur. Nous venons réparer nos dégâts, répond Lila dans un sourire. Mais pas question! Rentrez chez vous! La main de Lila posée doucement sur la porte empêche l'homme de la claquer. Ma douce enchaîne alors quelques phrases enjôleuses dont elle a le secret. J'étudie. Les mots sont simples, le propos ordinaire, le ton n'en fait pas trop, pourtant cela fonctionne. Une alchimie difficile à décortiquer. Un peu séduit malgré lui tout autant que furieux de l'être, mon voisin nous indique le jardin d'un geste du menton, sans daigner nous précéder. Il accompagne notre contournement de la maison d'un claquement de porte qui fait trembler le sol. Nous arrivons sur les lieux du crime. Il faut avoir de l'imagination pour deviner qu'il y eut jadis un beau carré de rosiers. Je commence à comprendre le courroux de Pitou. Lila pouffe. Lorsque mon visage, effondré, rencontre ses yeux coquins, mes traits entament une ascension. J'essaie d'être discret, je sais que derrière le rideau du salon, un couple vient d'effectuer une rotation de 180 degrés, tournant exceptionnellement le dos à leur écran pour devenir spectateur d'une scène réelle, le couteau entre les dents. Les 3 coups sont frappés. Pendant plusieurs heures, nous bêchons, plantons, ratissons, enroulons, prenons du recul. Nous ne pouvons nous empêcher de jouer la comédie des travailleurs investis d'une mission capitale. C'est le public qui veut ça. À un moment, je cabotine un peu. Geste trop ample, effet de bêche m'as-tu vu, expression faciale appuyée. Le manque d'habitude. En fin d'après-midi, notre travail est terminé. Fourbus, nous allons toquer à la porte par convenance, sachant qu'il eût été plus simple de faire un signe en direction de la fenêtre. Avant que nous ayons pu dire un mot, Madame Grand, qui vient de nous ouvrir en trombe, nous regarde, yeux humides. « C'est superbe! Vous êtes des artistes !» Nous contournons tous les 3 la maison. Quand nous atteignons le champ de rosiers, ma voisine découvre le spectacle sans l'écran un peu terne du rideau, le regard agrandi d'admiration. Au milieu d'une tonnelle rouge et jaune sur laquelle grimpent des rosiers de 1000 couleurs, des massifs de plantes naines ont été mis en terre par nos soins, disposés en cercle. Au centre, plusieurs variétés d'œillets multicolores finissent d'égayer le tableau, la touche finale étant apportée par de petits galets ronds disposés avec soin. Je trouve moi aussi le résultat très beau, si bien que je renonce à toute modestie pour m'abandonner à une fierté passagère que, comble du bonheur, je partage avec Lila. « Merci, 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 nous répète la voisine. Excusez mon mari pour son emportement, mais c'est vrai que nous avons été surpris en voyant le jardin ce matin. » C'est normal, madame. C'est à nous de nous excuser. Nous avons eu un petit incident hier, et votre jardin en a fait les frais, explique Lila, dans un sourire qui se tord. Rien de grave, j'espère. Vous faites des travaux, Miloche? Oui, on peut dire ça. En tout cas, je suis content pour vous que vous ayez trouvé une compagne aussi sympathique, et aussi jolie. Merci, madame. Moi aussi. Ça va mieux, votre jambe? Parfait, merci.
comme avant. Lila laisse un micro-silence faire semblant de s'installer. Bon, on ne va pas vous déranger plus longtemps, madame. Bien le bonjour à monsieur. Oui, merci. Attendez. La voisine disparaît dans la maison pour revenir chargée d'une bouteille. Tenez, c'est du guignolet, c'est mon pauvre père qui l'a fait. Je suis très embarrassé. Je veux refuser, mais Lila prend la bouteille de bon cœur en remerciant la dame. Je l'imite, après quoi nous rentrons chez moi. Sur le court chemin, Lila s'extasie. Elle est gentille, ta voisine, dis donc. Elle s'appelle comment déjà? Je ne sais pas. Je ne connais que le prénom de son mari. Il s'appelle Jean-Luc. Elle a prononcé son nom à plusieurs reprises devant moi. Elle, je l'appelle la voisine ou Madame Grand. Enfin, j'évite surtout de l'appeler. Oui. T'as quand même remarqué qu'elle te donne du Miloche. Mais bien sûr. Mais c'est mon prénom, Lila. D'accord, d'accord. J'ai compris ce que tu veux me dire. Ouah, ça fait du bien à entendre. Bon, c'est pas tout ça, mais il faudrait penser à bâcher le toit, et pas plus tard que maintenant. Je crois que ça va tomber. En effet, après que nous avons disposé un grand plastique sur le toit, lesté de quelques grosses pierres, les premières gouttes commencent à nous mouiller la nuque. Nous rentrons vite à l'intérieur de la maison pour jouir à l'abri de la pluie qui tombe dans une lumière apocalyptique, sous un vacarme d'eau se déversant sur la bâche tendue au-dessus de nos têtes. Je tiens Lila par la main. Nous nous sourions, visage modelé par la lumière tranchante des éclairs. Si ma vie matérielle rangée va à volo, si mes vieilles habitudes sont cues par-dessus tête, si le monde que je m'étais créé s'écroule autour de moi, Lila, à mes côtés, féerise mes jours. Alors... Les semaines se groupent, bâtissent des mois, et les mois se succèdent avec douceur. Lila et moi, grâce à nos dons innés pour l'excavation, nous faisons découvrir toutes sortes de destinations. La montagne, où elle m'apprend à tenir sur des skis, à foncer dans une luge au milieu de paysages désertiques, enivrants à force de blancheur, et je m'attends à voir surgir le Yéti. Une jolie ville en Italie, où nous errons de nuit dans les ruelles, entre les canaux, sur les ponts. D'autres campagnes magnifiques où je sculpte d'autres troncs, d'autres mers gigantesques où nous faisons d'autres planches, quand les vagues ne ressemblent pas à des immeubles. Des paysages merveilleux, des températures changeantes, mais je regrette un peu de n'avoir toujours pas trouvé le chemin de la lune. Quelques rares courgettes parviennent encore à pousser entre trous et monticules. Nos souterrains sont à présent de véritables labyrinthes, et jamais je ne sens le besoin de me coller des plumes sur les bras. Ce n'est pas le cas de Lila. Bien que nous visitions 1000 paysages merveilleux et changeants du vaste monde, alors que je lui donne tout mon temps, que je néglige la réparation de mes vélos, que je ne touche presque plus à mes marbres, je sens bien qu'elle s'ennuie. Crise. La vie de couple est une chose étrange. L'entité particulière qu'avec le temps, deux êtres constituent, n'est logique qu'à l'intérieur même du tandem. Siamois ou simple colocataire, amoureux ou ennemis jurés, même sexe, trio, différence d'âge, tout ou presque s'y rationalise vu de l'extérieur, paraît tenir de l'incongruité ou de l'ennui, de la convenance ridicule ou du mauvais goût, de l'absurdité ou de l'abjection. Les amants fusionnels ont ceci de particulier que la blessure de l'un fait mal à l'autre, d'égale façon. Les âmes ne sont pas seules à s'amalgamer, il y a les corps aussi. Les deux souffrent ce matin. J'ai mal à notre couple. Le dos courbé devant un chocolat au lait qu'elle ne cesse de mélanger en faisant du bruit avec sa cuillère, ma jumelle de cœur laisse flotter son regard dans le vague. Ses paupières sont rouges, le dessous de ses yeux un peu bleu. Je suis cerné. Je crois que ton cacao s'est dissous, ma Lila. Je m'ennuie, Miloche. Je sais. Pourquoi? Je veux voir des gens. Mais tu vois des gens quand tu n'es pas chez moi. Je veux voir des gens avec toi. Mais Lila, on voit souvent Lolek et Danka, et Aimé aussi. Je veux en voir d'autres. J'ai envie de voir l'épicier avec toi. Le serveur dans un café, la caissière au supermarché, la dame qui vend les tickets au cinéma, des voyageurs dans l'avion. Je veux nous voir dans le train. Je veux qu'on rencontre des passants quand on se promène en vélo, des ouvriers qui vont travailler à la carrière. Je veux que tu rencontres ma colocataire, mes amis. Mais
Les gens sont agressifs, Lila, tu le sais. Ils te regardent dans les yeux, ils te tutoient, ils essaient... Je suis fatigué, Miloche. Je vais aller me reposer quelques jours chez moi. Et puis il faut que je travaille un peu. Je crois que toi aussi t'as du boulot à la maison. C'est le chantier ici. C'est donc aujourd'hui que tu t'en vas pour toujours? T'inquiète pas. Réfléchis à tout ce qu'on a dit. Comment veux-tu que je ne m'inquiète pas? Des mois que je réfléchis. Dès que le silence se fait, je pense à nous, je pense encore et encore à mon faible talent de vie. Je tourne en rond. Et à force de tourner sur moi-même, je sens bien que tu t'éloignes. Mais je ne sais pas arrêter le mouvement. Un mécanisme s'est bloqué il y a très longtemps. Reste avec moi, Lila. Répare-moi. Lila me regarde d'un air fatigué. Je remarque les petites rides au coin de ses yeux quand elle vient m'embrasser sur le front. Je sais que j'en suis la cause, et ça me glace. Elle rassemble ses maigres affaires, puis s'en va sur son vélo un tantinet grinçant, un peu à plat, comme nous. Aussitôt, plutôt que de me laisser aller à de la déprime, je décide avec autorité de tout mettre en ordre. Après quelques tours sur moi-même, quelques voyages dans le parc à vélo, quelques coups d'œil dans le jardin, quelques hésitations, quelques gestes à peine ébauchés, je choisis de ne rien faire. Pas même la vaisselle. Au comble de la morosité, je me cale les fesses dans le fauteuil pour réfléchir à notre conversation. Mes pensées vont et viennent, tournent en boucle, se mordent la queue, se repeignent mutuellement dans des tons de noir, laissant des flaques dégoulinantes partout sur leur route. Je repense au roman qui m'a tant marqué, alors j'en comprends soudain la fin. Vendredi ne s'est pas fait avoir par les marins, loin de là, et je maudis mon interprétation de colonialiste. Il s'est embarqué de son plein gré. Trop habitué à la société des hommes, brûlant de rencontrer d'autres gens, il a préféré l'esclavage à la compagnie exclusive d'un Robinson gras d'ennui, se plaisant à régner seul sur son petit monde étriqué, jugeant sans trêve son compagnon de solitude. Oui, mais tout ça c'est du roman. Comment agir, bon sang? Je définis clairement mes buts, suite à quoi je marque dans mon cahier, en lettres capitales qui transpercent presque la page, « Je veux rester avec Lila ». Je n'ai qu'un objectif. Aucun autre ne le concurrence. Rien ne doit le parasiter. À la lumière de cette unique motivation, j'échafaude un plan. Je file le soir même glisser un mot sous le rideau métallique d'Aimé. 2 jours plus tard, je me rends nuitamment chez mon papa adoptif. En échange de ces trouvailles, je lui amène un carton rempli de petits poussins pas très vieux, d'œufs et de mes dernières courgettes. J'ai épuisé mes réserves, mais cela en vaut la peine. Aimé me trouve les traits tirés. Je fais pourtant tout pour cacher ma détresse. Je lui assure que je me porte comme un charme, en prenant un air décontracté. Il me demande des nouvelles de Lila. Elle va bien, elle aussi, lui dis-je en le regardant bien en face, dans les chaussures. Se contente-t-il d'ajouter. Nous convenons que le mois prochain, je viendrai lui donner un coup de main à l'atelier. Il va me cuisiner le coquin, je le devine sans peine. En attendant, la croûte terrestre qui n'a désormais plus de secret pour moi, se fend d'une nouvelle galerie. Elle m'ouvre grand ses entrailles, m'autorise tous les chemins. Je suis vraiment chez moi en dessous du monde. Je me faufile entre les roches dures, je pulvérise les calcaires, la terre tendre cède sous mes coups de pioche effrénés. Je dors de moins en moins, je deviens chaque jour plus résistant. Et si, dans cet effort, je ne prends plus le temps de penser à moi, c'est que je n'existe plus en tant qu'être. Je suis juste un corps désormais. Tiendra ce qui tiendra. 10 jours plus tard, je suis fier du travail accompli. Tandis que, allongé dans la terre, je me repose des grandes plages d'éveil laborieux entrecoupées de courtes nuits, je reconnais le léger couinement du vélo de Lila. Je me redresse sur un coude pour apercevoir le visage radieux de celle qui était, qui reste et sera toujours, je le crois et l'espère, à mon goût. Sa main fluette étreint l'anse d'un grand panier d'osier d'où dépassent des poireaux. Son organisme de toute évidence récupère mieux que le mien. À moins que la profondeur de nos précipices n'ait rien de comparable. Quand je suis au fond du trou, je m'arrache les ongles pour tenter d'attaquer les parois dans une escalade désespérée. Lila, elle, se retrouve sur la crête d'un petit saut de biche. Dans sa robe légère, elle court vers moi. « Salut mon Mimi !»« Oula, t'as une sale tête, toi !»« Merci. Bonjour ma Lila. Je m'attendais à tout voir rangé dans un ordre impeccable. »
J'espère au moins que t'as réparé tes vélos. Je t'ai préparé une surprise, Lila. Ah bon? Avant, je vais te cuisiner un pot-au-feu qui va te donner quelques couleurs. Tu viens avec moi? Je mange avec appétit, je parle avec volubilité, je gesticule. Je vois bien le regard intrigué de Lila. Elle semble ne pas reconnaître l'homme calme qu'elle a laissé quelques jours plus tôt. Le jeûne, l'excitation de l'attente du lendemain, les retrouvailles, tout se ligue pour me donner, une fois n'est pas coutume, l'énergie considérable qu'un Dieu distrait a oublié de me prodiguer à ma naissance. Il est grisant de se glisser dans la peau d'un homme qui se contente de se soumettre à son dynamisme, à qui il suffit de choisir dans la palette des sentiments et des actions à donner en pâture à son intensité débordante. Porté par cet élan pour moi inédit, que je sais forcément passager, je prends par la main une Lila intriguée, et nous allons sceller nos retrouvailles.